chine.fr. Ok, sur cette introduction, on va rentrer dans notre sujet qui ce soir est donc le siècle d'humiliation. Et vous allez voir, je l'ai sous-titré entre ombre et lumière parce que les choses ne sont pas forcément si simples. On parle pas simplement, enfin, on met souvent en avant le sujet ombre, mais en réalité, il y a aussi des lumières. On parle d'ombre et de lumière de temps en temps pour parler de colonisation. Je ne sais pas si c'est politiquement correct de parler des lumières, mais ce soir, vous allez avoir le droit aux lumières au-delà des ombres. Et vous allez voir, donc en trois parties, on va parler d'abord des ombres, ensuite des lumières, et puis on va même parler un peu du Japon, parce qu'on va voir qu'il y a une comparaison à faire avec le Japon. Donc, à chaque fois, on commence avec un petit point de départ qui peut être plus ou moins contemporain. Cette fois-ci, vous voyez, ici, on est à Hong Kong. Certains d'entre vous, vous devez connaître. Et en fait, dès qu'il y a des sujets qui attaquent, on va dire, ou qui sont sensibles pour la sensibilité chinoise en termes de souveraineté, on a très souvent une réaction qui est assez épidermique de nos amis chinois, que ce soit des questions qui soient relatives au Tibet, au Xinjiang, à Taïwan, etc., etc. Donc, on va essayer de comprendre tout ça, de voir aussi quelle est la réalité de tout ça. Et puis voilà. L'idée, bien évidemment, c'est pas de faire de la politique ni de prendre parti, mais juste de donner les éléments pour creuser le sujet un petit peu plus loin que ce qu'on peut entendre d'habitude ou des partis pris qu'on peut avoir, hein. Je reste dans un rôle d'historien et uniquement d'historien, ça va vraiment pas beaucoup plus loin. Donc, dans un premier temps, comme je vous disais, on va parler des ombres, on va parler des lumières et ensuite l'histoire japonaise dont je vous parlais tout à l'heure. On va essayer de pas être trop long. La partie ombre, c'est la partie qu'on entend très souvent. Et donc, c'est le récit national chinois. Je vais vous faire d'abord comme ça, tel qu'il est, euh, tel qu'il est encore utilisé aujourd'hui et tel qu'il est raconté, on va dire, auprès des enfants chinois à l'école. Vous allez voir le déroulé de ce qui se passe pendant cette période, donc qui va de 1839 jusqu'à 1949 pour vous donner le déroulé tel qu'il est mis en avant. On commence, on va remonter toujours un petit peu plus loin, on va commencer par ce qu'on appelle le système. On en avait déjà parlé pour ceux qui étaient venus d'autres fois. C'est le système en fait où il y a un seul port qui est ouvert en Chine, un seul port qui est autorisé pour faire du commerce avec les étrangers, c'est le port de Canton, avec intermédiaire, un système de monopole et un contrôle très très fort des autorités étatiques chinoises, parce qu'elles considèrent, ça c'est la fameuse ambassade McCartney, c'est pas le chanteur, hein, l'ambassade McCartney donc des Britanniques en 1792-1793, qui est venue jusqu'en Chine pour demander à la Chine de s'ouvrir un petit peu plus et de commercer. Et on a en fait l'empereur chinois, l'État qui va répondre, on n'a pas besoin de vos produits, on a déjà toutes les merveilles qu'il faut en Chine. Le système de canton est assez représentatif de cette manière de voir les choses. Donc les demandes d'ouverture d'ambassades étrangères, il y en a eu avant, il y en a eu avant celle de McCartney, il y en a eu après, et à chaque fois, on a un refus systématique, on a en gros deux mondes qui ne se comprennent pas. Ce qui change au 19e siècle, c'est que la Chine est considérée, vous pouvez peut-être lire le bouquin d'Alain Perfit qui s'appelle La Chine immobile, qui raconte cette expédition diplomatique où en fait on a à ce moment-là, enfin pendant tout le 18e siècle, on a une vision de Chine très moderne, très forte, très en avance, c'est une civilisation assez unique. Et puis au début du 19e siècle, à la fin ici du 18e, on a en fait on commence à se rendre compte que la Chine, finalement, c'est pas ce pays idéal qui a été décrit par les jésuites. C'est pas ce pays idéal et si extraordinaire et qu'il est en train en réalité, de prendre un peu de retard et que finalement l'Occident, l'Angleterre ici, est en avance sur un certain nombre de choses. Donc,
on va avoir un certain nombre de tentatives et de coups de boutoir, on va dire, à cette époque-là. Et donc, vous avez entendu parler de tous ces sujets d'opium. Évidemment, on va parler de guerre de l'opium, etc. La fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe, en fait, c'est la période où la Compagnie des Indes orientales pour les Britanniques va ne plus avoir de monopole du commerce. Et donc, on va avoir pas mal d'hommes d'affaires anglais, en particulier depuis les Indes, qui vont commencer à faire du commerce avec les pays alentours et en particulier avec la Chine et sur un produit en particulier qui est particulièrement euh, euh, qui leur donne énormément de bénéfices, qui est l'opium. Donc il y a une consommation qui existe déjà en Chine sur ce produit-là, mais voilà, c'est quelque chose qui va se développer extrêmement vite. Vous pouvez le voir. Ça, c'est les imports d'opium en Chine. Un point, c'est ce qu'on va voir ensuite. Mais la guerre de l'opium, on va en parler juste après. On va avoir donc l'État chinois qui évidemment va vouloir lutter contre ce trafic-là. Il va y avoir des tensions et c'est ce qui va créer en 1839 la première guerre de l'opium. Donc, Chine inondée par l'opium des Indes et cherche à arrêter ce trafic. En cherchant à arrêter ce trafic de manière forte, on crée en fait, à partir d'un lobbying très fort des hommes d'affaires anglais, britanniques, écossais pour certains d'entre eux, un certain lobbying qui va permettre ensuite de faire intervenir la puissance maritime britannique et de forcer d'une certaine façon la Chine à s'ouvrir. Donc ça, c'est un des tableaux qui décrit la première guerre de l'opium. On voit les bateaux, ce qu'on appelle donc les canonnières, qui commencent à être, qui sont blindés en acier face à des jonques chinoises qui, elles, sont encore en bois et n'ont pas ni la force de frappe, ni la force de se protéger qu'ont les bateaux occidentaux. Donc, en face de ça, l'empire immobile, il pèse pas grand-chose. Ça, c'est une autre illustration. On est ici à l'entrée de la rivière des Perles du côté de Canton. Si vous voulez, enfin, vous pouvez aller, c'est à Roumen, maintenant il y a un petit pont et c'est exactement les mêmes paysages, on peut le retrouver. Alors, première guerre de l'opium, je vais vous le faire sous une forme de liste, un peu à la Prévert. Première guerre de l'opium, 1839-1842. On a donc une guerre, c'est uniquement entre les Britanniques, contre les Chinois, qui veulent en fait, les Britanniques, forcer l'ouverture des Chinois au commerce. Donc, au-delà de Canton, qui était déjà un port ouvert, une fois que les Britanniques vont gagner, de façon assez rapide, il y a quelques autres ports qui vont être ouverts. C'est les ports de Xiamen, Zhoushan, vous connaissez les îles au sud-est de, de Shanghai, Ningbo et Shanghai. Ça, c'est pas les ports, c'est les défaites, pardon. Ça se finit par ce traité de Nankin, et voilà les 5 ports qui sont listés ici. Donc, vous avez la cession de Hong Kong, c'est le début de Hong Kong, et puis après, on a Canton, Xiamen, Fuzhou, Ningbo et Shanghai, qui sont les concessions, les lieux où les Anglais sont autorisés pour faire la guerre. Comme je vous avais dit la dernière fois, dans ce traité, il y a en plus une clause spéciale pour ce qu'on appelle nation la plus favorisée, qui veut dire en fait que si jamais les Chinois passent un traité avec une autre puissance étrangère et qu'il y a un avantage supplémentaire dans ce traité-là, les Anglais auront aussi cet avantage de façon automatique. C'est des choses qui se faisaient à l'époque. Voilà. Ensuite, on a à peu près les mêmes traités qui sont signés sans faire la guerre, avec les États-Unis en juillet 1844 et avec la France en octobre 1844. Ça, on en avait un petit peu parlé de façon rapide la dernière fois. Ça entraîne très rapidement, ça ébranle en fait le pouvoir chinois sur ses bases et on va avoir ce qu'on appelle la révolte des Taiping. La révolte des Taiping, c'est un sujet qui est peut-être un petit peu moins connu que les différentes guerres de l'opium ou d'autres interventions, mais la guerre des Taiping, c'est quand même entre 20 et 30 millions de morts. Donc dans l'ère moderne, c'est un des conflits les plus sanglants et le plus important. Tout ça a mené, donc ça vous montre un peu ce qui se passait en Chine en termes de choc des cultures. C'est une révolte qui est menée par un paysan qui a lu un flyer, comme on dit en mauvais français, une affiche
de, de missionnaires protestants et il a amalgamé tout ça. Il se prenait pour le frère cadet, hein, il y a un T à la fin de cadet, le frère cadet de Jésus. Pourquoi pas, hein? Il établit sa capitale à Nankin, il est contre l'Empire, et donc il y a une guerre permanente entre ses troupes à lui et l'Empire, et les Occidentaux dans tout ça mettent un moment avant de choisir de quel côté enfin, qui ils vont soutenir, parce qu'on a quand même un gars qui a des influences chrétiennes fortes, donc ça aurait pu être une des possibilités de le soutenir plutôt que le vieillissant Empire. Finalement, les Occidentaux vont soutenir l'armée impériale et vont aider, avec une certaine modernisation de l'armée chinoise, à la défaite des Taiping. Ça se passe, j'ai une carte ici, principalement au départ, la personne qui est à la tête des Taiping est originaire de cette région qui est ici, à l'ouest du Guangdong, le Guangxi. Mais voilà, l'empire des Taiping, c'est cette région rouge, donc on est ici en réalité, au sud du Yangtze. Entre 20 et 30 millions de morts, donc quelque chose d'énorme. À cette époque-là, Nankin, quand les troupes impériales reprennent Nankin, c'est une hécatombe. Ils tuent tout le monde, la ville est détruite, elle mettra des années avant de s'en remettre. Donc on continue. À peu près au même moment, vous voyez que la révolte des Taiping et la Seconde Guerre de l'Opium se chevauchent un petit peu sur les dates. Là, on est sur une intervention qui n'est plus seulement britannique, mais qui est une intervention enfin, avec les Britanniques et les Français ensemble. On suit en fait la guerre de Crimée. C'est juste après. C'est l'époque où Napoléon III et l'Angleterre s'entendent très très bien. Et c'est toujours en toile de fond des sujets d'opium, de commerce. Il y a une volonté d'établir des relations diplomatiques directement à Pékin et pas simplement dans les 5 ports qui sont plutôt au sud-est du pays. Et puis, oui, donc il y a 4 ans d'allées et venues, etc. C'est pas Les expéditions militaires à l'époque étaient quand même un petit peu plus longues qu'aujourd'hui. Mais voilà, ça finit par le fameux sac du palais d'été, donc le palais de l'empereur de Chine qui est à l'ouest de Pékin, qui se visite encore les ruines et qui était une merveille et qui est totalement détruit. On va voir quelques photos ensuite. Tout ça finit par le traité de Tianjin et la Convention de Pékin. Donc, on a encore des ports supplémentaires qui sont ouverts, beaucoup plus de liberté pour voyager, la mise en place de missions diplomatiques, le fait que de la main-d'œuvre chinoise, c'est aussi la fin de l'esclavage à cette époque-là. Donc, la main-d'œuvre chinoise va être recrutée en Chine pour être ensuite utilisée sur des chantiers à l'étranger, Amérique du Nord, dans le Pacifique et encore ailleurs. Et donc, c'est les fameux coulis. Et il y a une indemnité de guerre qui est assez énorme. Et pour se rembourser, pour collecter cette indemnité de guerre, les étrangers vont prendre la possession des douanes chinoises. C'est les étrangers qui vont gérer les douanes pour pouvoir se rembourser à partir des revenus des douanes. Voilà à quel point la Chine est soumise. Ensuite, une autre guerre que, pour être très franc avec vous, moi j'ai découvert en arrivant en Chine, parce qu'on n'en parle absolument jamais, qui est la guerre franco-chinoise. Enfin, on n'en parle jamais du côté français. La guerre franco-chinoise 1880-1885. Donc ça, c'est une guerre qui est en fait liée à la création de l'Indochine française. Le nord de l'Indochine, ce qu'on appelle le Tonkin, était sous influence chinoise. Quand les Français ont voulu se l'approprier, eh ben, en réalité, les Chinois ont commencé à s'affronter contre les Français. Enfin, il y a eu une guerre, c'est la fameuse, maintenant vous connaissez, franco-chinoise. Et vous allez voir, je vais en parler un tout petit peu plus loin. La flotte française va couler la flotte chinoise en une demi-heure. C'est pour vous dire les choses. Et, euh, et donc ça se finit. On n'a pas été loin enfin, la France n'a pas été loin de perdre ce conflit-là. Ça a fait tomber un ministère. C'est l'époque de Jules Ferry, de la colonisation, etc. Mais finalement, la France va remporter la guerre entre guillemets. Et ça permet la création de l'Indochine française quelques années plus tard. Une autre guerre, il y en a beaucoup, hein, je vous fais un résumé en plus, il y a pas tout. La fameuse guerre sino-japonaise qui est un vrai traumatisme pour les Chinois parce qu'ils ont toujours considéré le Japon un peu comme
des barbares à l'est de leur empire et le fait d'être battu par les Japonais, ça crée en fait un réveil qui est très important dans l'opinion publique chinoise, et si on peut parler d'opinion publique à cette époque-là. Mais le fait de perdre contre les Japonais, donc c'est ce qu'on appelle le traité de Shimonoseki, où en fait la Chine va perdre la Corée, ça, en termes de sphère d'influence, elle va perdre la Corée, elle va perdre ce qu'on appelait Formose à l'époque, donc Taïwan, et puis quelques autres petits lieux, Port Arthur, Dalian. Voilà, c'est une humiliation qui est extraordinaire pour la Chine à l'époque. Révolte des Boxers, vous en avez peut-être aussi entendu parler, où là, on a en fait un mouvement qui est profondément xénophobe, qui veut mettre tous les étrangers dehors, et ça va faire ce qu'on appelle les fameux 55 jours de Pékin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les vieux films des années 60, 60-70, les 55 jours de Pékin, où en fait on a les insurgés boxeurs qui vont un siège délégation. On imaginait en fait que tous les étrangers avaient été massacrés, mais donc les légations, c'est les ambassades. Mais le quartier des ambassades va résister et au bout de 55 jours, ils vont être libérés par une, euh, par une expédition militaire. Une expédition militaire de 8 nations, donc c'est la fameuse humiliation des 8 nations. Donc on a les Japonais, on a les Anglais, les Français, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, enfin tous les grands pays de l'époque. Voilà, le pouvoir impérial s'était allié avec les boxeurs. Donc finalement, on a à cette époque-là une perte totale dans la cour impériale du parti des conservateurs. Il y a toujours en fait cette lutte entre les conservateurs et les réformateurs. Ça, on va le voir un tout petit peu après. Voilà, on remonte le temps rapidement. On pourrait allonger la liste pendant de nombreux, mais c'est pas l'idée. On finit sur la révolution de 1911 qui met à bas le système impérial. Le système impérial il y a un certain nombre de révolutions qui sont tentées, retentées, etc. Et il y en a une qui réussit, c'est celle du 10 octobre 1911, qui commence à Wuchang. Aujourd'hui, c'est Wuhan. À l'époque, c'était trois villes différentes et c'est devenu Wuhan ensuite. Je vous passe les détails. Mais voilà, là, on rentre dans un moment où ensuite la Chine va être complètement éclatée entre différentes provinces. C'est ce qu'on appelle l'époque des seigneurs de la guerre, etc. Le 10 octobre, c'est important. C'est la fin du régime impérial, c'est le début de la République et c'est le jour de la fête nationale à Taïwan encore, en République de Chine. C'est un jour important. Voilà le fameux palais d'été. Dans le palais d'été dont on parlait tout à l'heure, Seconde Guerre de l'opium, on avait des pavillons de type européen qui avaient été construits sur des plans qui étaient fournis par les jésuites. Parce que les différents empereurs qu'il y a eu, il y en a certains qui étaient intéressés par l'Europe et qui ont voulu répliquer ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient. Donc au-delà en fait, des pavillons de type chinois, il y avait aussi des pavillons en pierre avec une architecture, comme vous voyez, qui est en réalité un mélange entre de l'architecture chinoise et de l'architecture européenne. C'était assez unique, c'était un vrai... enfin, Victor Hugo le comparait à Versailles puissance 10, si vous voulez. C'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà à quoi ça peut ressembler juste après. Quand vous allez le visiter aujourd'hui, c'est encore moins que ça, hein. Il s'est passé encore beaucoup de choses, mais il y a la révolution culturelle qui est passée par là entre-temps aussi. Mais là, on est une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années après, voilà encore ce qui restait à cette époque-là. Vous aviez, je ne sais plus le nombre précis, mais plus d'une dizaine de pavillons de type occidentaux qui avaient dans le palais d'été. Voilà, ça c'est un des bâtiments qui reste encore aujourd'hui. Et puis l'autre palais d'été que vous visitez quand vous allez à Pékin a aussi été complètement détruit, incendié, et sera reconstruit par la suite par la fameuse impératrice Cixi, dont on va parler dans quelques minutes. Voilà, je vous passe le texte de Victor Hugo, mais c'est le texte de Victor Hugo après la Seconde Guerre de l'opium, qui est souvent d'ailleurs mis en avant par les Chinois. Ce que je fais d'habitude, c'est que ensuite la présentation, je vous la donne, donc on va pas tout lire.
le passage le plus important est par ici, enfin, ou plutôt ici, voilà. Nous, Européens, nous sommes les civilisés. Pour nous, les Chinois sont les barbares. Voici ce que la civilisation a fait à la barbarie. C'est c'est un joli résumé à la Victor Hugo. Voilà. Révolte des boxeurs, là, on est dans la cité interdite. On a les 8 nations qui défilent dans la cité interdite. Voilà. Quand on parle de siècle d'humiliation, ça renvoie à des images, ça renvoie à des événements, et pour n'importe quel Chinois, c'est ces images-là qui reviennent à l'esprit. C'est cette succession de choses qui sont très bien calées dans le temps, si vous voulez, qui ne sont pas oubliées. Maintenant, on va regarder l'autre côté de la médaille, si vous voulez. On va regarder le côté lumière, parce qu'évidemment, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et c'est là, en fait, où on va parler de l'impératrice Cixi, parce qu'elle est extrêmement importante. C'est elle qui va avoir un rôle central dans cette deuxième partie du 19e siècle. C'est elle qu'on va retrouver en permanence. Elle va d'abord gouverner en gros à travers son mari qui était empereur. C'était en fait une concubine qui est montée dans la hiérarchie petit à petit. Euh, Elle va gouverner plus ou moins à travers son mari, beaucoup à travers son fils, enfin avec un neveu. En gros, pendant 50 ans, elle va régner de cette façon-là derrière le rideau, ce qui est dans l'histoire chinoise assez inédit, totalement inédit dans l'histoire de manière générale, assez inédit. Faisait derrière le rideau. Donc on l'a décrit très souvent comme une grande tyrannique, conservatrice, ultra-conservatrice, qui n'a pas voulu, qui a refusé que la Chine s'engage vers la modernité. Il y a un certain nombre de travaux d'historiens plus ou moins récents qui tendent à rendre ce portrait un petit peu moins fort, on va dire. Et c'est à cette époque-là, on va le voir, que c'est pendant son règne que les premières grandes tentatives de modernisation ont quand même lieu. Donc c'est ce qu'on va voir. Je vais vous parler de deux choses. C'est à cette époque-là. Donc la première, c'est le mouvement d'auto-renforcement. Donc c'est à cette époque-là où on a une prise de conscience. On va voir, ça va être un peu la même chose côté japonais. On a une prise de conscience que le modèle, en gros, si on peut parler de modèle, que le modèle chinois est en retard et doit s'adapter ou en tout cas apprendre de l'extérieur. Donc cette façon de réfléchir et de se remettre en cause, on appelle ça le mouvement d'auto-renforcement. Il y a un parti dans la cour impériale qui pense qu'il faut se réformer. Et donc, le but du jeu, pour ces gens-là, ça va être d'acquérir les connaissances occidentales, sans forcément remettre en cause le système confucéen de direction de la société. Mais voilà, on se dit que les connaissances occidentales sont importantes et vont permettre la modernisation du pays. Et un des tout premiers projets va être pour les élites chinoises, pour la cour impériale, de mettre en place une flotte moderne, parce qu'en fait, ces barbares étrangers qui viennent dans les guerres de l'opium, etc., eh ben, c'est parce que la Chine n'a pas une flotte de capacité mondiale, on va dire, une flotte militaire forte. Donc le premier grand projet, et c'est un projet franco-chinois, donc là on est dans les années 1860, c'est ce qu'on appelle l'arsenal de Fuzhou. Donc quand on vous dit que, que les joint ventures, l'ouverture de la Chine, les transferts de technologie, ça date de Deng Xiaoping et compagnie, et ben, en fait, on peut remonter beaucoup plus loin. Et dans les années 1860, on a donc cette première coopération franco-chinoise où on va avoir un transfert de technologie, on va avoir des Chinois qui vont être allés former en France, en Angleterre, on va avoir des professeurs chinois, des professeurs étrangers qui vont venir en Chine, donc à Fuzhou, pour mettre en place cet arsenal. Quand on parle d'arsenal, c'est pas simplement un endroit où on construit des bateaux, c'est aussi tout le complexe industriel qui va avec, c'est les mines, c'est les hauts fourneaux, c'est tout ce que vous voulez. Donc c'est un projet qui va impulser dans l'appareil industriel qui était inexistant en Chine un très très fort mouvement. Donc voilà l'arsenal de Fuzhou tel qu'il était à l'époque. Je crois que ce bâtiment-là, enfin, ça se visite encore aujourd'hui, hein, ce bâtiment. Il y en a un ou deux qui restent encore aujourd'hui. Il y a un musée. On va en parler tout à l'heure. Vous allez voir comment ça se finit. Mais le personnage principal, c'est Prosper Giquel, donc un Français,
qui va mettre en place ce système-là, qui arrivait d'ailleurs comme marin pendant la Seconde Guerre de l'opium, qui ensuite, tout ça, c'est un projet qui est dirigé par les Chinois, donc c'est sous la forme en fait d'un transfert de technologie, etc. Mais il est employé par le gouvernement chinois et les médailles que vous voyez, peut-être pas ici, mais si on en voit quelques-unes, il y a aussi des médailles chinoises parce qu'il va être récompensé par le gouvernement chinois de l'époque. Donc voilà une des écoles où les élèves, souvent, enfin, ils avaient d'abord besoin d'apprendre soit le français, soit l'anglais en fonction de ce qu'ils faisaient. Tout ce qui était technique, construction de bateaux, c'était le côté français. Et tout ce qui était opération des bateaux, formation des équipages, etc., là, c'était les Anglais qui fournissaient les savoir-faire. Mais voilà une école, enfin, l'école de l'arsenal de Fuzhou. Premier transfert de technologie. Pas mal, hein? Voilà, ça c'est peut-être, on va continuer un tout petit peu plus loin. Ça c'est donc ce personnage-là, c'est Kang Youwei qui est un des grands réformateurs et qui va réussir en fait à convertir seulement pendant 100 jours l'empereur chinois pour lui faire faire des réformes d'inspiration libérale. Donc voilà, une volonté de passer à la monarchie constitutionnelle, modernisation de l'armée, modernisation de l'examen impérial, qui est quand même quelque chose de très très lourd et qui se repose sur un système enfin, sur un corpus confucéen, enfin, d'apprentissage par cœur, et volonté d'ouvrir des écoles. Malheureusement, donc là, on est avant la révolte des boxeurs. Malheureusement, il y a un très très fort un parti contre-réformateur à cette époque-là, et ça fait qu'il va être arrêté qui va être arrêté, enfin l'empereur qui va mettre en place ces réformes va être arrêté par ceci dont on parlait tout à l'heure, et voilà, il va finir sa vie sur la petite île du palais d'été à Pékin que vous connaissez encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les 100 jours. Mais au-delà de ça, si vous voulez, là, je vous ai fait une liste de réformes qui datent en fait de la période impériale. Donc, on n'est pas au moment de la République, on n'est pas encore après 1911, on n'est d'ailleurs ni non plus après 1949, mais la fin du bandage des pieds plus ou moins automatique, officiellement, c'est 1900. Évidemment, dans l'implémentation de la règle, les choses vont mettre beaucoup plus longtemps, mais officiellement, la fin, c'est en 1900. Les filles commencent à être admises dans les écoles à partir de 1901. Très, très grande réforme ici, c'est le système des examens impériaux qui prend fin dans son modèle le plus traditionnel, on va dire, en 1905. Il y a aussi des très grandes, là je ne l'ai pas marqué ici, mais il y a des très grandes campagnes anti-opium à cette époque-là qui commencent à avoir des très très bons résultats à cette époque-là. Malheureusement, il y a la révolution qui va arriver après, etc. Et ça va être plus ou moins arrêté et ça va prendre plus de temps que ce que ça aurait pu. Mais à cette époque-là, voilà. Et puis c'est aussi, enfin, dès la fin du 19e, avant même les années 1900, il y a quand même des jeunes Chinois qui partent à l'étranger se former. Le pays dans lequel ils vont le plus souvent, c'est le Japon. Évidemment, c'est très proche. Mais voilà, on retrouve aussi beaucoup d'étudiants, de jeunes Chinois aux États-Unis, en Angleterre, en France. On a une nouvelle armée, enfin une mise en place d'une armée un peu moderne, des assemblées provinciales, etc., etc. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas que des ombres. Et maintenant, on va parler du Japon parce que vous allez voir, enfin, c'est deux histoires qui sont à la fois parallèles tout en s'opposant d'une certaine façon. Parce que ce qui se passe au Japon, donc on le connaît un petit peu moins quand on regarde les choses depuis la Chine, mais en fait, au Japon, il s'est passé à peu près la même chose qu'en Chine. On a eu des pressions occidentales et des traités inégaux qui sont très très forts dans ces années, en fait, 1853, là, on est après la première guerre de l'opium en Chine, c'est ces années. En fait, et c'est le fameux bateau noir qui arrive dans la baie de Tokyo. Donc, c'est un bateau un bateau américain qui arrive, qui menace, enfin c'est la politique de la canonnière. En gros, vous ouvrez pas, moi je raye votre ville de la carte.
Et donc les Japonais, un peu comme les Chinois avec la première guerre de l'opium et le traité de Nankin, vont soumettre. C'est ce qu'on appelle la convention de Kanagawa. Les étrangers vont pouvoir s'établir dans un port franc à côté de Tokyo, c'est Yokohama, etc. Il y aura un système plus ou moins le même système de concessions, plus ou moins la même chose. Il y a des troupes étrangères qui protègent ces concessions, entre guillemets, à Yokohama, etc. Donc, plus ou moins le même système. Et puis, donc, il y a aussi beaucoup de soubresauts à l'intérieur du Japon. Et c'est à ce moment-là, en fait, ce qu'on appelle le début de l'ère Meiji. On avait un Japon qui était très atomisé en termes de pouvoir. Et on a un jeune prince impérial qui va prendre le pouvoir et qui va unifier tout ça. Là, on est dans les années 1860, 1867. Un peu de la même façon que la politique d'auto-renforcement qu'on a vu tout à l'heure pour la Chine, on a une volonté au Japon aussi, des élites, de s'engager dans l'ère industrielle, de mettre en place un certain nombre d'outils industriels, de moderniser pour pouvoir rattraper le retard que le Japon peut avoir avec les puissances occidentales et puis pourquoi pas les dépasser. Et puis plus ou moins les imiter en faisant un peu les mêmes bêtises, si j'ai envie de dire. Donc voilà, on a un peu ces mêmes façons de faire, enfin, ce même constat. Et le Japon, la particularité du Japon, c'est qu'il va avoir il va avoir beaucoup moins de lutte interne et on va avoir donc un système qui va se moderniser de façon très rapide, se moderniser au point où on va avoir le Japon qui va défaire la Chine, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour la guerre sino-japonaise. Et puis pendant la Première Guerre mondiale, on a, ça aussi c'est très très connu des Chinois, c'est les demandes japonaises en fait pour soumettre totalement la Chine au Japon, en gros, s'il faut la faire de façon très 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 courte. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, on a la Chine qui va être humiliée encore une fois par le Japon. On va avoir la Chine qui va être humiliée par le traité de Versailles. Et c'est ce qui va engendrer en Chine. Vous avez sûrement entendu parler du mouvement du 4 mai 1919. Pour un certain nombre, dans le récit communiste, c'est aussi le début de l'éveil des prolétaires, etc. C'est la construction de identité nationale, le mouvement de mai 1919. Parce que ce qui se passe, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, pendant que les Européens sont occupés à s'entretuer en Europe, eh ben, on a le Japon qui va avancer ses pions. Je vous ai donné ici les détails. Le Japon va prendre tout ce qui appartient. Le Japon très très vite va se mettre en fait du côté des alliés, donc des Français, des Anglais et des Russes, et va déclarer la guerre à l'Allemagne et prendre tout ce qui est allemand dans la région. Donc c'est des îles dans le Pacifique et puis des territoires qui étaient des concessions en Chine ou d'autres choses, des chemins de fer qui appartenaient aux Allemands. Donc ils prennent tous les intérêts allemands dans le Shandong. Et on a quelques années après, donc je vous parlais d'une atomisation du pouvoir en Chine, on a le pouvoir à Pékin, donc le petit gouvernement qu'il y avait à Pékin, qui va se décider à rentrer en guerre contre l'Allemagne en se disant, enfin le pari était, on va s'engager contre l'Allemagne et en échange, on va avoir un recul des concessions étrangères, enfin en tout cas un retour des concessions allemandes dans le giron national. C'était un peu ça le plan. La Chine ne peut pas envoyer de troupes, elle envoie des travailleurs en Europe qui vont travailler dans les usines d'armement, qui vont travailler dans un certain nombre de choses en Europe. Et la Chine s'imagine qu'elle va être récompensée à la fin de la guerre. Et malheureusement, le traité de Versailles va attribuer en fait tout ce qui était allemand. Pour simplifier, elle va attribuer tout ce qui était allemand au Japon. Et c'est ça qui crée une humiliation supplémentaire, si vous voulez, et la révolte du mouvement du 4 mai. Mais ça finit par. On continue la liste des humiliations, si vous voulez. 1932, on a ensuite le Japon qui va détacher, en plus de la péninsule coréenne, en plus de Taïwan, le Japon va détacher tout ce qui est le nord-est de la Chine, donc les trois régions, ce qu'on appelle le nord-est aujourd'hui et qu'on appelait le Manchukuo à l'époque, la région mandchoue. Elle va le détacher et l'annexer de façon extrêmement rapide en 1932. Je vous passe les détails. Et c'est
Ils vont utiliser l'empereur enfin l'ancien empereur qui était à Pékin comme chef de cet État-là parce qu'il est d'origine mandchoue. Et on continue pour la liste des humiliations. 1937, on parlera de la décennie de Nankin la prochaine fois, c'est entre 1927 et 1937, mais c'est donc le début de la Seconde Guerre mondiale pour les Chinois, c'est 1937. C'est le début, encore une fois, d'un affrontement contre les Japonais qui a lieu en partie à Shanghai, mais pas que, et qui aboutit à ce que vous avez entendu parler, qui est le massacre de Nankin. Voilà, je ne vais pas engager le sujet sur les chiffres parce qu'il y a un débat infini sur le sujet, mais c'est un massacre sans commune mesure. Voilà les zones occupées par le Japon en 1940, donc au début de la Seconde Guerre mondiale pour le côté européen, si vous voulez. En 1940, toutes les zones qui sont roses ici sont détenues par les Japonais, par l'armée japonaise. Et tout ça finit par la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire que la fin de l'humiliation, c'est 1949. Donc, c'est l'arrivée des communistes au pouvoir. C'est comme ça qu'on présente assez souvent les choses. Quand on regarde les faits historiques, en novembre 1943, le rôle de la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale est extrêmement important puisqu'il y a énormément de troupes japonaises qui sont en Chine et qui doivent se battre contre une guérilla, plus ou moins une guérilla chinoise, et ça empêche en fait toutes ces troupes japonaises d'aller se battre dans le Pacifique contre les Américains. Donc le rôle de la Chine est extrêmement important pour les Alliés. Et en échange du maintien de la Chine dans les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, on va avoir en fait la fin. Enfin, c'est ce que met Roosevelt dans la balance, la fin du système d'extraterritorialité, la fin du système des concessions, etc. Enfin, en gros, la fin de la présence étrangère en Chine avec ses propres règles en Chine. Tout ça est négocié. Je vous avais dit la conférence de Téhéran la dernière fois, c'était une erreur. Tout ça, c'est la conférence du Caire. Donc ça, c'est le président chinois de l'époque. Vous avez entendu parler de Chiang Kai-shek. C'est le président chinois de l'époque et c'est lui, en fait, qui va récupérer les différentes concessions à cette époque-là. Et c'est comme ça que le 2 septembre 1945, quand le Japon signe la capitulation dans la baie de Tokyo sur le navire américain, c'est pour ça qu'on a un général chinois qui est ici, qui fait aussi partie de la table des vainqueurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Chine a un poste au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ici, vous avez le général Leclerc, 2 septembre 1945. Il y en a d'autres, il y a des Australiens, des Néo-Zélandais, des Soviétiques, etc. Je vous passe la description de la photo. Mais voilà, ça c'est la seconde, c'est tout ce qui est la Seconde Guerre mondiale. Je passe rapidement. Seconde Guerre mondiale en Chine, donc entre 1937 et 1947, c'est quand même 20 millions de morts, hein. C'est pas un petit conflit. Et donc voilà, on arrive à une Chine qui finalement retrouve son indépendance en 1945, tout ça pour rentrer dans un cycle de nouvel affrontement, cette fois-ci interne, mais qui est fortement lié à la guerre froide qui est en train de commencer avec les Soviétiques et les Américains derrière. Mais voilà, Chiang Kai-shek, qu'on a vu tout à l'heure, donc le représentant du parti nationaliste, et Mao qui trinque en 1945. Ça, c'est le premier round de négociation pour éviter la guerre civile. Mais voilà, on entre malheureusement entre 1945 et 1949 dans un conflit qui va être aussi très, très sanglant. Et donc, ça s'arrêtera malheureusement qu'après tout ça. Voilà, je vous ai à peu près tout fait. Donc, vous avez une longue liste. Je vous l'envoie. Comme ça, vous pourrez regarder ça dans les détails et creuser un petit peu plus. Mais l'idée, c'était d'aller au-delà de la liste, de voir aussi des choses, enfin, ce qu'on appelle les lumières, de prendre un peu de recul et de regarder avec le Japon aussi pour voir que les choses n'étaient pas forcément figées dans une direction. Et, euh, et puis voilà, on continue la prochaine fois avec la décennie de Nankin.